DAB+. 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une émission spéciale jusqu'à 16h30 en ce 13e jour de guerre en Israël. Mais d'abord, en première partie d'émission, gardons la culture très importante et chère à notre cœur. Yoni Saada, chef cuisinier, pour venir nous parler de son livre de recettes Sababa. En deuxième partie d'émission, les actions en justice lancées par les avocats en France. J'aurai à mon micro maître Nathalie Attias, avocate au barreau de Paris et notamment présidente d'honneur de l'ACE Paris et membre du Rassemblement des avocats juifs de France. Mes chroniqueurs David Schweger et Corentin Le Guinadjar, suivi de notre coup de cœur Léa Berneron. Le tout sous couvert de notre psychiatre aujourd'hui, Gérard Haddad, pour commenter cette actualité et surtout commenter comment aller bien. Vous l'aurez compris, une émission culturelle et d'information en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Yoni Saada. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est très important pour nous de garder la culture dans cette émission qui certes va traiter de ce qui se passe en Israël, mais qui est quand même important de parler de ce qui se passe aussi en ce moment dans la culture. Les gens ont besoin de cela. Vous venez de sortir votre second livre de recettes Sababa, publié aux éditions Solar. Un très joli livre que j'ai en face de moi. 90 recettes pour kiffer, comme il est dit. On va en parler longuement dans cette émission. Mais d'abord, et parce que votre cuisine est ensoleillée, aussi ensoleillée que le ciel d'Israël malgré ces derniers jours sombres, je ne peux que vous demander forcément votre émotion à l'égard de ce qui se passe en ce moment. Comme tout le monde, je suis meurtri, je suis blessé, je suis triste parce que je suis un homme de paix. J'ai écrit ce livre parce que je sentais une tension dans le monde. J'ai la chance de beaucoup voyager avec mon métier. Et j'ai chanté partout dans le monde une tension, et plus qu'un livre de recettes, je voulais faire un livre d'art de vivre à la méditerranéenne, où dans mon rêve, tout le monde pourrait vivre en paix et se retrouver à table, quelle que soit leur religion ou leur culture. Voilà, c'est un rêve que j'ai, je pense que c'est le rêve de tous les juifs. Malheureusement, c'est pas le rêve de tout le monde et c'est ce qui se passe actuellement. Donc effectivement, le soleil n'est pas partout en Méditerranée en ce moment, et c'est vrai que comme tout le monde, je suis très triste. Je suis triste pour toutes ces familles qui sont touchées, pour tous ces enfants, parce que moi aussi j'ai des enfants et c'est quelque chose d'important. Et donc je suis meurtri, mais j'essaie de rester positif et de croire qu'un jour la paix pourra arriver. Parce que je pense aussi et on est les seuls, nous, dans la communauté, à parler de ça. De dire que il y a des musulmans aussi qui sont touchés, qui sont salis. Voilà, qui sont salis parce que tout le monde ne pense pas la même chose. Malheureusement, il y a une grosse partie qui pense pas à la paix, et ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, c'est un joli message de paix que vous faites aujourd'hui, Yoni Saada. Et puis d'ailleurs, voyez, j'ai votre livre sous les yeux. Il y a toutes les cultures dans ce livre-là. On va en parler dans un instant, mais on a l'habitude de commencer par le début, toujours le début, pour savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, et on y va. Yoni Saada, vous êtes né en 1981, vous êtes issu d'une famille toutes les origines séfarades, votre mère est marocaine algérienne, votre père tunisien, et vos grands-parents avaient l'une des plus vieilles boucheries de la rue des Rosiers. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance ? Je garde des souvenirs incroyables. Alors, faut savoir que la rue des Rosiers n'était pas ce qu'elle est actuellement. C'était un quartier populaire où il y avait énormément de boucheries, il y avait des petits artisans. Et donc je garde un souvenir de poules qui se baladaient dans la rue parce que on tuait les poules sur place dans certaines boucheries. Je garde le souvenir de la fumaison, des gendarmes, du pastrami. Je garde le souvenir de tous les Méditerranéens qui parlaient fort entre eux. Le souvenir de pouvoir aussi me balader tout seul dans la rue et aller à l'école tout seul, chose qu'on peut pas faire avec nos enfants actuellement et depuis un certain temps. Et ça, je trouve ça bien dommage parce que ça leur retire à nos enfants une liberté, mais surtout une espèce de légèreté en fait qu'on avait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va marquer nos enfants, malheureusement. Et voilà, je garde le souvenir d'une communauté juive qui était accueillante et qui était aussi meurtrie parce que depuis des décennies, il y a déjà eu des problèmes, énormément de problèmes rue des Rosiers. On les sent moins maintenant parce que c'est un quartier huppé. Ça me fait réagir sur justement l'attentat de la rue des Rosiers. Est-ce que vos grands-parents vous en ont parlé ? Vous étiez tout petit puisque l'attentat s'est passé en août 82, mais j'imagine que ça s'est passé de mémoire en mémoire. Et comment vos grands-parents l'ont vécu ?
très mal, comme toute la rue des Rosiers, parce que d'un coup, en fait, on a eu ce sentiment qu'on a encore, qu'on retrouve aujourd'hui, le sentiment qu'il faut se défendre. Et je pense que c'est un sentiment qui est très dur pour notre communauté, et ça, il faudrait que tout le monde le comprenne. Voilà, moi j'ai été pas mal médiatisé, j'ai posté des choses. Moi, je suis pas une langue de bois, tout le monde me connaît pour ça. Je dis les choses telles que je les pense, et notre communauté est beaucoup trop touchée, et malheureusement on est obligé de se défendre, et je trouve ça bien dommage, parce que dans l'époque dans laquelle on vit, on devrait tous vivre en paix, surtout que je pense qu'on est vraiment un peuple de paix. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être remarqué et relaté dans nos discussions à tous, qu'on soit de la communauté juive ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais en tout cas, la rue des Rosiers, j'en garde un souvenir extraordinaire, et je continue d'y aller tous les jours. D'y aller tous les jours, c'est vrai? Mes parents vivent là-bas, mes amis vivent là-bas. Donc ouais, c'est un quartier de cœur, c'est la maison. L'art culinaire et la table sont très présents dans votre famille, mais la passion pour la cuisine va venir beaucoup plus tard. Très tard. 19 ans. Très tard, parce que comme toutes les mères juives, ma mère rêvait que je sois médecin. Est-ce que vous avez fait ces études-là? Vous êtes arrivé jusque-là? J'ai passé un bac scientifique, tout ça, mais en fait, c'est vrai. Donc, quand je me suis mis à la cuisine, ma mère était très triste, mais en tant que fils et petit-fils d'artisan, elle a tout de suite compris. Elle m'a dit, si tu le fais-le à fond. Et je la salue, et je l'embrasse, et par rapport à la manière dont elle a accueilli ce que je lui ai dit, voilà. Parce que à l'époque, c'était pas la mode d'être cuisinier, c'était peut-être même un peu mal vu, c'était un peu une voie de garage, et c'est devenu à la mode depuis peu de temps, mais voilà, je pense que dans mon éducation et dans ma manière d'être, ma réflexion au quotidien et mon approche à tous les arts que j'essaie de vivre au quotidien, je fais les choses à fond, et je les fais tout le temps avec le cœur. Et vos parents sont aussi bouchers? Et oui, ils avaient repris la boucherie familiale. Ils ont pris la retraite, au grand malheur de beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent. Donc ils ont compris finalement peut-être aussi quelque part votre envie de perpétuer, on va peut-être pas dire un savoir-faire familial, parce qu'on n'est pas dans la boucherie, mais il y a aussi la viande au cœur de votre métier. Bien sûr, évidemment. Alors à 19 ans, vous vous lancez dans des études de cuisine et de boulangerie à l'école Grégoire-Ferrandi. Comment vous avez ce déclic en réalité? Alors, en fait, il faut savoir que mon père et mon grand-père, avant d'être bouchers, étaient ébénistes. Et à l'époque, il y avait une école d'ébénisterie à l'école Grégoire-Ferrandi. Je suis pas allé pour faire de la cuisine, je suis allé pour faire de l'ébénisterie. Incroyable. En me disant, je suis peut-être le troisième de la génération qui va le faire. Et par hasard, je me suis retrouvé dans la cuisine du 4e étage, parce que j'ai toujours été très gourmand, et parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des gâteaux qu'on pouvait manger gratuitement. Et je me suis dit, c'est quand même super cool cette histoire. Donc je suis monté, et je suis tombé nez à nez avec mon premier chef, et je sais pas, il y a eu une espèce d'atome crochu, un petit coup de foot comme ça, et j'ai dit, why not, on va essayer, quoi. Et vous êtes, la première fois que vous êtes rentré dans l'école de cuisine, a priori, vous ne saviez même pas éplucher une carotte. Donc c'est beau de voir qu'avec le temps, on réussit à tout. Vous obtenez votre diplôme, vous travaillez au sein de prestigieuses brigades, Yannick Aleno à l'école Meurice, William Ledeuil au bouquiniste, et surtout celle de votre mentor Frédéric Anton au Pré-Catelan, 3 étoiles. Qu'est-ce que cela vous a appris d'une part sur la cuisine, on s'imagine bien, mais sur vous-même, parce qu'on sait parfois que ce qui se passe en cuisine, ça peut être très militaire. Ça m'a appris à être militaire, déjà tout simplement à être dans la rigueur. Je pense que c'est un métier de rigueur, c'est un métier de passion, et c'est un métier où en fait c'est deux mots qui vont pas ensemble à la base, la rigueur et la passion, parce que quand on est très passionné, on essaie d'amener beaucoup de liberté dans ce qu'on fait, mais amener la rigueur en même temps et de la décontraction dans la manière d'accueillir un client ou de préparer un plat, ça va pas ensemble à la base. Donc ça m'a appris tout ça, et ça m'a appris surtout la technique et l'envie de faire plaisir avec cette rigueur. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je monte des restaurants pour faire plaisir aux gens, parce que j'aime les gens, et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et à 25 ans, vous allez ouvrir un premier restaurant gastronomique cachère, je m'en souviens très bien, Osmose, dans le 16e arrondissement de Paris. À regret, il n'existe plus. Est-ce que vous pensez éventuellement à revenir sur le devant de la scène avec un restaurant cachère? On va parler des autres, mais forcément on est sur Radio J. Je ne peux que vous demander, pour ceux qui mangent uniquement cachère, si on peut avoir la chance de goûter ce que vous faites. J'y pense, on me le demande beaucoup trop souvent. J'y pense,
j'y pense, mais il faut que je sois accompagné avec la bonne personne. J'ai peut-être mon idée, donc on verra peut-être. Ça va mûrir. Ça mûrit. En 2013, il y a 10 ans déjà, le grand public apprend à vous connaître au travers de la 4e saison de l'émission Top Chef, diffusée sur AM6. Qu'est-ce que cette émission vous a apporté? Je sais que, par exemple, pour avoir reçu Ruben Sarfati dans cette émission, il nous expliquait que voilà, ça avait été un joli tremplin. Ouais, Qu'est-ce que cela vous a apporté? Un tremplin, c'est sûr. Je pense que bon, c'est un tremplin avec beaucoup de travail derrière, évidemment, parce que sinon, c'est pas un tremplin. Moi, je pense que le plus important quand on fait ce genre d'émission, et surtout qu'on était quand même un peu, c'était novateur parce qu'on était les premières saisons, on savait pas trop où on allait. Je pense que ça amène du dépassement de soi. Et là, on le voit, puisque vous mettez à cette table ce qui se passe actuellement dans toute notre actualité malheureuse. C'est le dépassement aussi des gens qui sont sur le front. Et en fait, il y a un peu ce côté-là, mais à travers la passion. Donc en fait, on est face à soi-même. On doit se dépasser pour donner le meilleur de nous-mêmes, et on se rend compte que nos limites sont beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et voilà, ça m'a fait rencontrer des gens incroyables. Ça m'a donné le goût aussi de la médiatisation, parce que j'en avais pas fait avant. Donc c'est vrai que je me sens plutôt à l'aise devant une caméra ou devant un micro. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques émissions de cuisine. Je continue d'en faire parce que ça me plaît, et j'essaie de mêler un peu dans ma vie de tous les jours tout ce qui me plaît. Voilà. On va revenir sur tout ça dans cette émission. Je sais que parfois, quand on fait partie d'une communauté, les messages sont pas toujours très sympathiques. C'est vrai. Est-ce que cela a été votre cas aussi, Ah oui, beaucoup, ouais. Yannis Saada? Moi, j'ai eu le droit à beaucoup de choses. Voilà, je l'ai posté il y a pas longtemps parce que je l'avais jamais dit. Pas par crainte. J'ai jamais craint ce genre de message ou quoi. Je pense que je suis complètement ouvert au débat avec ceux qui veulent débattre avec moi. J'ai aucun souci avec ce que je pense. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'on est une communauté partout dans le monde on est souvent confronté à des problèmes. J'ai eu le droit à des croix gammées sur le portail de ma maison. J'ai eu le droit à des messages, et je les donnerai pas parce que je veux même pas que les gens entendent ça, mais en tout cas taguer devant chez moi des choses vraiment pas agréables. Et malheureusement, c'est la preuve que beaucoup de gens sont très fermés d'esprit. Et on est dans un monde où l'image a pris une force incroyable. Et malheureusement, on est entre l'information et la désinformation. Et je trouve ça très dérangeant, en fait. Je trouve ça très dérangeant parce qu'il y a de tout dans les images. Et malheureusement, il y a un manque de culture de certaines personnes qui prennent pas toujours la bonne voie. Et ça, je trouve ça vraiment malheureux. On dit depuis lundi dans cette émission, Yannis Saada, qu'il faut être dans l'action, que c'est un moyen de se concentrer sur autre chose, que les mauvaises nouvelles ou la tristesse, voilà, se concentrer sur autre chose que sur soi. Dans votre cas, peut-être l'application des doses, des bonnes cuissons. D'ailleurs, le Covid et le confinement ont fait naître des vocations pour utiliser le temps à bon escient. Est-ce que vous pensez que la cuisine, c'est la recette du bonheur, ou en tout cas la vôtre ? Je pense que la cuisine tout court est la recette du bonheur. Je pense que la table est la recette du bonheur. J'ai la chance d'avoir fait à manger à beaucoup de politiques ou beaucoup de gens importants, et je citerai pas de nom, qui à la base, hors de la table, n'étaient pas censés s'entendre, et on remarque qu'à table, ils s'entendent très bien. Donc je pense que oui, s'il y avait un petit bout de cuisine un petit peu partout, je pense que ça s'arrangerait dans le monde, ouais. En tout cas, ça vous aide au quotidien, peut-être être dans cette action-là pour surmonter tout le reste. C'est la base de mon dernier livre. Je suis pas venu spécialement que pour faire de la promo, je suis venu aussi pour dire ce que je pense. Et voilà, j'ai pas écrit un livre de cuisine, j'ai pas écrit un livre de recettes, j'ai écrit un livre d'art de vivre à travers la paix, le plaisir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est 90 recettes pour kiffer, pour prouver qu'à travers la table, on peut être tous ensemble. Voilà. Et moi, alors certains diront oui, mais il est fou avec tout ce qui se passe. Moi, je continue d'y croire, et je pense qu'en fait, notre forme d'intelligence dans notre communauté doit continuer d'y croire et continuer de clamer au quotidien cette envie de paix et cette envie de vivre ensemble. Voilà. Et je voyage dans beaucoup de pays arabes, et je rencontre des gens qui sont extraordinaires aussi. Donc tout cela aussi, c'est pour ça que je leur fais un petit clin d'œil, parce que moi j'ai reçu beaucoup de messages de la communauté musulmane, de gens que je connais qui étaient désolés de ce qui se passe, et c'est important aussi de le dire, je pense.
Vous savez, il y a un mythe autour des falafels, du houmous. On se demande mais d'où ça vient, et que l'on soit d'une communauté ou d'une autre, on cherche à savoir d'où cela vient. Au final, j'ai envie de dire, qu'en vous écoutant parler et même en anticipant ce que vous alliez me dire, l'essentiel c'est juste de savoir que cela vient du Proche-Orient. Ouais, ça vient du Proche-Orient. Alors, sur ce livre-là, c'est un peu différent, mais mon premier livre est une ode à la Méditerranée. J'ai expliqué... La Grande Bleue. Voilà. J'ai expliqué l'histoire de la Méditerranée. Donc, il faut savoir qu'à la base, la Méditerranée, c'est beaucoup de peuples complètement différents qui ont reçu beaucoup de recettes différentes à travers le troc. C'est les Phénicéens, en fait, qui ont amené ce marché de troc à travers leurs bateaux, aller à droite à gauche. Donc, on retrouve de la boutargue aussi bien en Grèce, aussi bien à Martigues dans le sud de la France, aussi bien en Israël. Aussi. Donc, en fait, tous ces produits-là, on les retrouve parce qu'il y a eu ce bassin de commerce où on troquait pas seulement du matériel, on troquait aussi de la nourriture. Donc tout commence par là et le kiff commence par là aussi. Et il y a une petite phrase que j'ai écrite parce qu'il faut savoir que le mot kiff a été ramené par Baudelaire en France et je trouve ça assez incroyable. Et le kiff, c'est un mot méditerranéen qui relate parfaitement, qui représente parfaitement ce qu'est l'esprit de la Méditerranée à table. Voilà. Vous êtes très passionné par les calepins des grands-mères. Et c'est vrai qu'en disant ça, je pense que tout le monde a une image d'un calepin qui traîne quelque part ou d'un livre qui se passe de famille en famille avec des petites notes à côté sur des feuilles blanches. Est-ce que vous, ça a été le cas dans votre famille? Est-ce que pour écrire, vous êtes inspiré des calepins de votre ou vos grands-mères? Moi, complètement. Alors, aussi bien des recettes de la boucherie de mon grand-père et de mon père que des recettes tout court, même qu'on prend au téléphone avec la tante ou le cousin, la mère du cousin, enfin bon, tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, je trouve ça assez drôle de dire, tu mets un verre d'huile, une pincée de sel, un petit peu de cumin. Bon, la farine, t'en mets pas trop. Et ça, je trouve ça assez marrant, mais en même temps, c'est ce qui me plaît dans la cuisine. Moi, je marque des recettes, on les suit. Après, je pense qu'il faut quand même un petit tour de main. Et moi, j'aime bien répondre aux gens qui m'envoient un message sur les réseaux sociaux ou quoi, en disant voilà, je suis en train de faire la recette, il y a un petit truc, là, je sais pas comment ils m'envoient des vidéos. Je trouve ça super mignon. Donc, on essaie tout le temps, en tout cas au maximum, de leur répondre pour essayer de les accompagner. Mais en tout cas, je pense que le plus important quand on cuisine, c'est de se faire plaisir pour faire plaisir aux autres. Et à partir de ce moment-là, ça marche. Yoni Saada, j'incite nos auditeurs à acheter ce livre aujourd'hui, Sababa, aux éditions Solar, pour trouver une recette, peut-être votre préférée à cuisiner pour ce soir. En se procurant ce livre, ce serait laquelle? J'hésiterais, on va dire, une recette de bœuf confit, une gambas. Et à la base, ma mère et ma grand-mère me faisaient ça avec des tripes. Alors les tripes, c'est plus trop à la mode, on en trouve même plus dans le cachère. Ça dépend si on s'entend bien avec son boucher. Faut vraiment les trouver en tout cas, mais vraiment avec le bœuf, voilà, c'est à base de poivre, de gros grains de poivre comme ça qui vont s'humidifier par le jus de bœuf qui se crée, les petits carvis, tout ça, donc il se passe quelque chose. Voilà, c'est un plat, c'est un petit clin d'œil à ma maman qui le fait incroyablement bien et qui, quand j'ai un petit coup de mou, me dit de venir à la maison pour le manger. En attendant, j'ai envie de dire que pour retrouver votre cuisine, on peut venir chez Bagnard, votre cantine street food, pour manger pain bagna ou fameux casse-croûte tunisien revisité en François le Goulettois. Ça m'a beaucoup fait sourire. C'était mon oncle, il s'appelait François. Mon père et mes grands-parents venaient de la Goulette, donc c'est un petit clin d'œil. Faut savoir que partout, tout ce que je fais, il y a toujours un petit clin d'œil, alors faut bien le chercher. Mais dans chaque livre ou dans chaque restaurant, il y a toujours un clin d'œil à quelqu'un qu'on aime que vous aimez de votre famille ou de votre entourage, qui vous a inspiré. Bagnard avec 3 adresses aux Galeries Lafayette, Saint-Augustin et Boulogne-Billancourt, et sur le même modèle, je pense. Zaza, que l'on retrouve passage Choiseul, Paris 2e, et Super Blue, 58 rue de Saint-Onge, dans le 3e arrondissement de Paris. Yoni Saada, je sais que votre héros
C'est Serge Gainsbourg. Ouais. Donc je vais vous proposer d'écouter une chanson tout à fait ça. d'actualité dans une version de Shmoulik. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut retrouver ce livre avec vos recettes Sababa aux éditions Solar. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur Radio J. Ça c'est historique, ça c'est génial. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Allez, j'en ai assez, je décide de l'ouvrir. T'as beau courir après la paix, ils veulent tous nous détruire. Peu rare comme l'ego trip dans le Peura. Éliminer David, son étoile et sa Torah. La rage, alerte rouge, du nord à Gaza, Jérusalem, Ashkelon, Sderot, Haïfa. Ça fait beaucoup de villes pour un si petit pays. Je te le dis, petit, c'est pas hostile qu'on manque de patates. Que toutes les nations se retournent contre nous. L'agneau a du courage au milieu des 70 loups. Alors ils essaient, pensant qu'on perdra le contrôle, qu'on fera de l'humanitaire, laisserait passer leurs drones. La trame d'une troisième guerre au fond d'écran. Les médias font de l'audimat et vendront plus de brosses à dents. Adam et Ève sont de parents juifs, garants de notre terre, de Methoula aux couches captives. Reforme le tout sur Photoshop. Pour griller leurs méfaits, j'ai pas besoin d'un microscope. Flagrant comme une tache blanche sur un fond noir. Le mensonge une réalité à qui on donne tous les pouvoirs. Pour voir ce que j'ai vu dans les villes du Nord. Des roquettes par centaines et on nous demande de rester fort. C'est fou, tant mieux, en exigeant l'impossible. L'épreuve unit le peuple, du livre et de la Bible. Instable, Moyen-Orient et escalade. Les termes sont récurrents, l'information serait coupable. Je double l'opinion dans la course à l'intox. Vouloir la paix, je vis la guerre, parle-moi d'un paradoxe. On boxe au corps, comme Alphonse Alimi. Big rap au rappeur, rendant hommage à Ilan Halimi. On n'oublie pas, on est debout, la garde haute. Armée de bonnes actions envers nos frères et même les autres. Et restez avec nous sur Radio J, on continue cette émission après la pause. Dans un instant, on poursuit avec mes chroniqueurs et intervenants pour parler d'actions judiciaires en France. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanit Belaïch. Bonjour à tous. Les alertes à la roquette retentissent dans les villes du nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban, ainsi que dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza. Les villes de Sderot, Ashdod et Ashkelon sont concernées. Aucun blessé n'est à déplorer. Plus de 60 membres du Hamas appréhendés cette nuit en Judée-Samarie, annonce l'armée israélienne. Depuis le début de l'attaque lancée par l'organisation terroriste, 524 suspects recherchés ont été appréhendés dans la région. Les visites de solidarité avec Israël se poursuivent. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, vient d'arriver sur place. Elle souhaite réaffirmer le droit de l'État hébreu à se défendre. Une affirmation partagée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, également en Israël. Il a rencontré son homologue Binyamin Netanyahou, mais aussi le président Yitzhak Herzog. Rishi Sunak qui a dit vouloir voir le pays gagner dans sa guerre contre le Hamas. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a déclaré qu'il assumait la responsabilité de l'attaque de l'organisation terroriste contre le sud d'Israël le 7 octobre. En France, alors que le Conseil d'État a rejeté hier l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes, une manifestation aura bien lieu ce soir à partir de 18h, place de la République à Paris. Notez toutefois que la préfecture de Paris a interdit tout rassemblement de ce genre. Enfin, un dernier hommage a été rendu au professeur d'Arras poignardé à mort par un terroriste il y a une semaine. Dominique Bernard a par ailleurs été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume ce matin. Merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Israël vit des moments dramatiques. Nous ressentons tous le besoin d'agir. Le Keren Hayesod, organisation officielle de collecte pour Israël, a créé un fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme. Capable d'intervenir en 48 heures, il permet de répondre immédiatement à leurs besoins, tant sur le plan psychologique que matériel. Trop de vies ont été brisées. Aidons-les à se reconstruire. Faites votre don sur keren-hayesod.fr ou par chèque au 152 avenue de Malakoff, 75 116 Paris. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 pour une émission spéciale Israël. Et on ouvre à présent une page sur les actions judiciaires menées en France. Et tout de suite par téléphone, Nathalie Attias, avocate au barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux et ancienne membre du Conseil de l'Ordre, aussi présidente d'honneur de l'ACE Paris et membre du RAJF. On en parle dans un instant. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup maître d'être avec nous. Vous êtes, je le disais, avocate au barreau de Paris et surtout, voilà, j'ai envie de revenir avec vous sur votre casquette en tant que membre du Rassemblement des avocats juifs de France, créé il y a 40 ans après les attentats de Copernic. Tout d'abord, en quoi consiste cette association ? Alors, en fait, c'est une association qui a vocation à rassembler les avocats juifs, une association qui fait partie de toutes les associations inscrites auprès du barreau de Paris. Et comme vous l'avez rappelé, elle a été créée après les attentats de Copernic. Donc, c'est vrai qu'il y a une vocation de lutte contre l'antisémitisme et contre le terrorisme. Et donc, si vous voulez, grâce au ciel, jusqu'à présent, les actions du RAJF ont été limitées à des actions de colloques, de formation, mais on s'est jamais retrouvé dans cette configuration aussi dramatique que celle que nous connaissons. Et donc là, en effet, les avocats juifs ont besoin d'agir et donc le RAJF permet, ne serait-ce que de pouvoir se réunir et parler entre nous. Voilà, de voir ce qu'on peut faire tous ensemble pour aider face à toutes les attaques que nous subissons. Je parle de l'apologie du terrorisme, de cet antisémitisme totalement débridé auquel on assiste, qui n'est pas du tout une importation du conflit, hein, c'est juste que le conflit en Israël est le expression débridée de l'antisémitisme, et donc voilà, on est en train de réfléchir, on a réfléchi à toutes les actions que nous pouvions mener. C'est ça, vous, voilà juste après la manifestation du 9 octobre pour Israël, où vous êtes venus en nombreux témoigner votre soutien total à l'État d'Israël et à sa population, vous vous êtes posé une question importante. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment aider Israël ? Et vous avez appelé à une mobilisation entre avocats, vous avez reçu beaucoup de demandes et vous avez défini des sujets, des thématiques sur lesquels vous pouviez agir ensemble. En fait, on n'a pas attendu, hélas, la manière. C'est-à-dire que vous imaginez bien que dès le dimanche, après la journée de sidération qu'on a tous subi le samedi, donc le lendemain, on a commencé déjà à réfléchir. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire des cagnottes, etc. Et puis finalement, on s'est vite rendu compte que nous, le RAJF, les avocats, c'est pas notre métier de demander de l'argent. On a un tissu associatif dans la communauté qui est absolument formidable, et notamment le FSJU, pour faire des collectes. Et donc, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que nous, avocats, on sait faire ? Et donc, on s'est dit que la seule chose qu'on sait faire, nous, c'est argumenter, c'est plaider, c'est porter des actions, être la voix de nos clients. Et donc, tout naturellement, on a décidé de cibler nos actions vers donc des actions judiciaires. Et alors, en fait, on a fait ce communiqué. Mais pourquoi ? Parce que on a été tellement sollicité par, vous savez, tous ces confrères qui se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Vous savez, j'ai toujours entendu parler, moi, dans ma jeunesse, de la guerre des 6 jours. Vous avez dû entendre parler de ça, où tout le monde était prêt à s'engager en Israël pour défendre Israël. C'est à peu près la même chose. On est dans cette même stupeur et cette même volonté de
de faire quelque chose pour Israël. Et donc, on a été énormément sollicité. Je vous parle, par exemple, je suis dans un groupe Facebook d'anciennetés où on a des mobilisations qui se sont manifestées d'avocats. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est là qu'est venue l'idée finalement de faire un communiqué pour dire aux avocats adhérents du RAJF, à tous les avocats du barreau de Paris, dont évidemment les avocats juifs, puisqu'on n'a pas de fichier, mais on a des adhérents, de leur dire voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà ce que nous on propose, c'est de porter des actions et en tout cas de montrer que nous sommes disponibles pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Alors, en fait, on a utilisé cette formule un peu en clin d'œil, entre guillemets, d'avocat réserviste. En fait, si vous voulez, l'idée, c'était quoi ? C'était de dire, il y a un besoin de droit, il y a un besoin d'agir. Et donc, nous, le RAJF, ce qu'on va faire, c'est utiliser notre valeur ajoutée qui est celle du lien auprès des avocats juifs, et pas que, parce que des avocats non juifs aussi sont prêts à aider, et donc faire le lien entre ce besoin de droit et les avocats qui sont prêts à le faire. Et donc, on a organisé une réunion lundi soir. On a près de 70 avocats qui se sont tout de suite mobilisés pour agir. Et on a identifié des thématiques autour desquelles on pouvait agir. Donc, la première thématique, évidemment, c'était celle des plaintes pour apologie du terrorisme. Parce que, vous le savez, depuis là, on a florilège, hélas, une augmentation exponentielle de personnes qui, sur les réseaux sociaux, et pas seulement, glorifient ou favorisent l'action du Hamas. Je peux donner des chiffres pour appuyer vos propos, maître, si vous voulez bien. 327 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre, soit à peu près le chiffre de près d'un an en temps normal. 183 interpellations et 3373 signalements ont été faits sur Pharos. Et le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la rencontre de la communauté juive de Créteil mardi soir, a adressé un message en disant « N'ayez pas peur », avec des mots très forts. Personne ne touchera un cheveu d'un juif sans attendre la réponse foudroyante de l'État. J'avoue, c'est vraiment une aparté que je fais avec vous, mais je vous avoue qu'en entendant ça, j'enrage pour Sarah Halimi, par exemple, parce que voilà, il s'est passé tellement de choses sur le sol français que là, le discours qui est tenu aujourd'hui, on aurait vraiment aimé l'entendre plus tôt. Et on a le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a fait des annonces avec des peines qui visiblement ont l'air quand même d'être très difficiles à appliquer, parce qu'il faudrait ouvrir des prisons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, en fait, si vous voulez, vous avez raison de dire que vous enragez, parce qu'on enrage tous. Ça fait combien d'années que Israël prévient, que nous, la communauté juive, on alerte, qu'on ne nous écoute pas. Et donc, là, malheureusement, on est confronté à une situation d'urgence et ils sont bien obligés de voir la réalité en face. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qui s'est passé hier à propos de la fake news sur l'hôpital, quand on voit l'empressement de certains politiques, je dis bien certes, tous, heureusement, ne l'ont pas fait, mais de certains politiques, de journalistes totalement incompétents qui ont manqué à leur devoir élémentaire de vérification des informations avant même de les relayer, en fait, on marche sur la tête. C'est-à-dire que la raison n'existe plus. Il y a un inversement des valeurs et c'est ça qui est inquiétant, j'ai envie de dire, plus que tout. L'antisémitisme, hélas, on y est habitué. Mais l'inversement des valeurs, c'est ça qui est dangereux. Parce qu'en fait, on met sur un même pied les communiqués du Hamas et la communication d'une armée, d'un État démocratique. C'est ça qui est absolument délirant. Donc, pour en revenir au sujet du RAJF, l'apologie du terrorisme, et ça, pour le coup, Dupond-Moretti a été extrêmement clair à l'Assemblée nationale, et on lui en sait gré, de rappeler que tout commentaire favorable au Hamas constitue une apologie du terrorisme. Donc, là-dessus, nous, on se dit tolérance zéro. D'accord, mais tolérance zéro. Maître Nathalie. En revanche, attention. Oui, pardon. En revanche, oui. Toutes les plaintes ne doivent pas forcément remonter. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas d'étrangler
les autorités qui récupèrent et qui recensent ces plaintes. On doit être certain que les plaintes que nous déposons sont qualifiables juridiquement. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'étrangler, parce que si on étrangle le parquet, on va avoir des plaintes qui ne sont jamais déposées. Or, le temps est très important. Le facteur temps est très important. Je suis d'accord avec vous. Et pas le temps de... Voilà. Ben, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que dans la justice, le temps est toujours beaucoup trop long, avec grand regret. Hein. C'est tout à fait personnel de vous dire cela, mais je pense que vous en êtes d'accord. Oui. Et j'ai envie, pour rebondir sur vos propos, puisque je sais qu'en plus, vous avez dans vos statuts la lutte contre le terrorisme, donc vous pouvez porter plainte en cette qualification. J'ai envie de réagir par rapport aux politiques et aux journalistes dont vous avez parlé. D'ailleurs, il faudrait peut-être commencer par Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot ou Daniel Obono, qui a défini le Hamas comme un groupe politique islamiste qui a une branche armée. On parle toujours de cette branche, je vous avoue que ça m'amuse beaucoup. Un mouvement de résistance, a-t-elle dit. Bon, certes, assez aiguillé par Jean-Jacques Bourdin au micro de Sud Radio, mais Gérald Darmanin a indiqué mener une action en justice pour apologie du terrorisme contre Daniel Obono. En tant que votre qualification d'avocat, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est possible déjà quand on a un député de juger un député? Quand on sait par exemple que Louis Boyard est très protégé, j'ai envie de vous poser cette question-là. Alors, je sais que des demandes de levée d'immunité sont régularisées. Vous disiez que oui, le RAJF est à qualité pour agir. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que on a des associations d'avocats qui sont formidables et qui réalisent un travail considérable. Je parle par exemple de l'OJE. Tout à fait. L'OJE, en 10 jours, ils ont déjà déposé une 40aine de plaintes. Je crois que ce matin, vous avez entendu Oudi Bloch. Donc, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'essayer de fédérer et de mettre en relation tous ces avocats réservistes. Et ça, c'est le travail que fait le RAJF pour essayer de constituer une task force qui va ensuite être mise à disposition ou de l'OJE ou du RAJF parce que eux sont vraiment formés, ils sont expérimentés. Nous, en revanche, on viendra aux audiences se constituer partie civile. Donc ça, c'est... je vous parlais de la première thématique, c'est celle-là. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi toutes les attaques antisémites. Et je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Sarah Salman. Vous avez entendu parler de Sarah Salman, qui est cette avocate tout à fait médiatisée, qu'on voit notamment dans les grandes gueules. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un influenceur hier a déversé sa haine contre elle, qu'elle a demandé, qu'elle a déposé plainte. Donc nous, le RAJF évidemment, on va la soutenir puisque c'est une consoeur, mais elle n'a pas été attaquée en tant qu'avocate, elle a été attaquée en tant que juive. Donc, ce sont aussi des plaintes que nous allons déposer. Il y a aussi des avocats qui excède très largement notre déontologie et qui glorifie également l'action du Hamas. Ceux-là feront l'objet de signalements et de plaintes déontologiques parce que, encore une fois, pour nous, c'est tolérance zéro. Il y a également un soutien que nous souhaitons apporter au CRIF sur toute la propagande sur les médias et les réseaux sociaux. Vous avez également toute la thématique de lutte pour mettre un terme au financement des organisations terroristes. Donc là aussi, nous allons utiliser toutes les ressources que nous avons et tous les liens que nous avons auprès des parlementaires pour aider le CRIF dans cette action de lobbying. Il y a aussi énormément d'autres actions comme celle de la mobilisation auprès des professionnels, notamment le Conseil national des barreaux qui est l'instance de représentation nationale. Et là, on travaille, nous, à essayer de faire en sorte que les communications et les résolutions soient le plus équilibrées possible. Je dis pas qu'il faut forcément soutenir Israël, qu'il faut forcément dire qu'Israël a le droit de se défendre, etc. Je veux juste ne pas tomber dans le travers de les pauvres Palestiniens qui sont l'objet et qui finalement ont justifié les attaques terroristes. On veut juste s'assurer qu'il y a un équilibre dans la présentation des choses. Maître Nathalie Atia, justement, j'ai envie
de rebondir sur beaucoup de choses avec vous, mais la première chose, c'est, puisque vous parliez il y a un instant du Conseil national des barreaux, qu'est-ce que vous pensez du Conseil de l'ordre sur le communiqué qui a été donné concernant les manifestations pro-palestiniennes? Et j'ai envie de vous faire rebondir sur cela parce que c'était dans le journal tout à l'heure. Les préfets ont le droit de dire non, mais a priori, la préfecture de Paris dit non aussi dans le cadre de la manifestation de ce soir, mais pourtant, elle aura lieu. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait? Quand je vous disais qu'il y a une mobilisation nécessaire aussi auprès des instances professionnelles d'avocats, la délibération dont vous parlez du Conseil de l'ordre de Paris, qui s'associe à la résolution du CNB, qu'on a réussi à sauver grâce au travail formidable de Laurence Krief. Je regrette cette résolution du Conseil de l'ordre de Paris. Elle est ainsi. C'est ce que je vous disais. Malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas échapper à des influences et à cette volonté, je pense, qui part de bonne foi. C'est-à-dire, je pense de bonne foi, mais les gens ne connaissent pas. En fait, les gens ne comprennent pas le problème. La problématique autour de ça, c'est que on a le droit de manifester, mais dans la mesure où c'est dans la paix, j'ai envie de dire, ce qui, on sait par avance, n'est pas le cas dans ces manifestations pro-palestiniennes. Donc on anticipe quelque chose. Est-ce qu'il faut peut-être faire plutôt des manifestations cessez-le-feu? Je pense à ça parce que je sais que dans les prochains jours, par exemple, Anna Assouline, qui était à mon micro, qui fait partie, qui est membre, coprésident de l'association Les Guerrières pour la Paix, recommande ce type d'action. Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire pour... mais d'un côté, est-ce que c'est légitime ou pas? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Écoutez, on ne peut pas demander à des avocats de prendre des résolutions liberticides. C'est pas possible. C'est vraiment, c'est aux antipodes de l'essence de notre métier. Donc, moi, je la comprends, la résolution du Conseil de l'ordre de Paris. C'est logique qu'ils le disent. En revanche, il est dommage qu'ils soient aveuglés par des postures un peu naïves. Voilà, c'est ça mon point. Donc, on sait très bien que toutes ces manifestations se déversent une haine antisémite et on sait très bien qu'on assistera à des morts aux juifs, il faut gazer les juifs, comme ça s'est passé dans certains endroits dans le monde. Malheureusement, ils paieront pour apprendre qu'ils ont été un peu hâtifs. Et donc, oui, il y a aussi cette mobilisation de vigie, j'ai envie de dire, auprès des instances d'avocats, aussi pour aider les avocats israéliens. Vous voyez, par exemple, la résolution qu'on a prise au Conseil national des barreaux a été vraiment d'un grand réconfort pour le barreau d'Israël. C'est-à-dire, on fait en sorte... le barreau d'Israël a besoin de se sentir soutenu par les avocats du monde entier. Voilà, ils ont besoin de se sentir soutenus par les ordres et les instances nationales de représentation des avocats. Et donc, on s'est empressé de mettre en relation le barreau d'Israël avec les instances de représentation. Là, il va y avoir en ce moment, il y a une grande manifestation des barreaux du monde entier. Et la délégation israélienne y est, besoin de sentir que leurs confrères dans le monde entier les soutiennent. Maître Nathalie Attia, je vous écoute et je me fais encore, entre guillemets, avocat du diable pour rebondir sur ce que vous dites. Les avocats au barreau de Paris, Sacha Gozlan et Patrick Lugman, ont mis en place la création d'un collectif d'avocats des victimes de crimes contre l'humanité perpétrés par le Hamas. Nathanaël Machter, avocat de Marc Pérez, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, tué par le Hamas en tentant d'aller chercher sa fille, a porté plainte sous la qualification élevée de crime contre l'humanité auprès du parquet national antiterroriste de Paris. Une pétition également a été mise en place par Sarah Feinberg et David Reynard pour plainte contre crime, pour crime contre l'humanité. Vous allez voir où je veux en venir. La Cour pénale internationale va peut-être ou pas qualifier les crimes du Hamas de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous pensez que cela pourrait aider ou pas à faciliter les démarches des avocats, parce que, cas échéant, si la Cour pénale internationale le refuse, ça peut compliquer l'issue des dossiers? Alors là, vous touchez à un point un peu très technique. Je préfère ne pas me prononcer parce que la Cour pénale internationale, on imagine sans mal les positions qui peuvent être prises. D'ailleurs, Israël n'a pas reconnu la possibilité d'être jugé par ce tribunal pénal international pour la bonne et simple raison que la Palestine n'est pas un État. Donc
donc il y a d'ailleurs un article très intéressant ce matin qui est paru à cet égard. En tout cas, je préfère ne pas me prononcer, mais ce qui est certain, c'est que les avocats, le RAJF se joindra à ces procédures parce que évidemment, on est en totale adhésion avec cette position, je vais dire. Maître Nathalie Attias, un mot pour terminer, parce que j'imagine que vous appelez tous les avocats de notre communauté, de la communauté juive et peut-être d'autres à venir vous soutenir. Un mot pour les avocats qui nous écoutent. Les avocats qui nous écoutent, d'abord, je leur dis de sortir la sidération, parce que cette sidération dans laquelle nous sommes depuis 10 jours nous conduit à l'inaction et on ne peut pas rester dans cette situation parce que d'abord c'est très dur à titre individuel de vivre ça. On est tous dans un trauma à la fois individuel et collectif, et que le meilleur moyen de se sortir de ce trauma, c'est d'agir. Et donc venez, rejoignez-nous et rejoignez ce groupe d'avocats réservistes. Nous vous mettrons en relation avec les associations qui ont un besoin de droit et un besoin d'avocats pour porter toutes les plaintes que nous pouvons porter pour défendre la légitimité de la défense d'Israël. Merci beaucoup, maître Nathalie Attias, avocate au barreau de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et membre du RAJF. Merci 1000 fois d'avoir été sur notre antenne. Et puis, je rappelle également que pour ceux qui nous entendent et qui connaissent également le JE, je vous félicite d'ailleurs de travailler ensemble main dans la main. Un autre collectif, justement, composé de 50 avocats bénévoles vous tend la main si vous êtes également victime d'actes antisémites ou d'harcèlement antisémite à l'école et bien d'autres choses, évidemment, puisqu'ils sont mobilisés toute l'année. D'appeler au 07 45 14 55 65. Je répète pour les auditeurs qui nous entendent et qui prennent le temps de noter avec un téléphone, un stylo, 07 45 14 55 65. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle. S'il y a bien une chose à laquelle on pense après les malheureux événements du 7 octobre dernier, c'est qu'ils laisseront une trace dans les livres. On entend souvent qu'il est bon de ne jamais oublier le passé, et les attaques surprises du Hamas font en réalité écho à une page importante de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Une page vieille de 50 ans déjà, que le réalisateur Guy Native a choisi de mettre en lumière avec Golda. Un film sorti la semaine dernière, le 11 octobre, sur Canal+. Ce film Flashback nous emmène en octobre 1973 et nous fait revivre la guerre du Kippour à travers les yeux d'une figure historique pour Israël, Golda Meir, première ministre au moment du conflit. Cette année-là, Yom Kippour tombe le 6 octobre, date que choisissent l'Égypte et la Syrie pour passer à l'offensive. En pleine journée, pour la plus grande surprise des Israéliens d'ailleurs, une attaque en sandwich sur 2 fronts, la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza au sud-ouest, et les hauteurs du Golan au nord-est. Égyptiens et Syriens espèrent bien récupérer ces territoires perdus 6 ans plus tôt dans la fameuse guerre de 6 jours. Il faut aussi rappeler qu'en 1971, le président égyptien Anwar el-Sadat propose un traité de paix à Israël en échange du Sinaï. Golda Meir, déjà ministre, refuse. 2 ans plus tard, mieux préparés et mieux armés, les 2 pays poussent alors Israël dans ses retranchements. Le conflit dure 18 jours et cause 15 à 20 000 morts sur les 2 fronts, avant un cessez-le-feu le 23 octobre 1973. Mais ce n'est qu'en 1978 que les accords de Camp David viendront marquer une paix durable entre Égypte et Israël, et un territoire du Sinaï finalement rendu dans la foulée aux Égyptiens. Avec son film Golda, Guy Native fait planer un espoir de paix. Et forcément, au milieu de ce conflit, on retrouve une Golda Meir déterminée à tenir. Déterminée, ferme, inébranlable, il y en a des adjectifs pour qualifier celle que l'on surnommait la Dame de Fer. Elle est d'ailleurs toujours la seule femme à avoir siégé au poste de Premier ministre en Israël de 1969 à 1974. Dans la peau de la chef du gouvernement israélien, aux premières loges du conflit, l'actrice Hélène Mirren, qu'on avait retrouvée notamment dans le film Queen Elizabeth. Dès les premières minutes, on retrouve à l'écran une femme soucieuse de se montrer tout aussi invincible dans sa vie privée que dans ses positions de défense d'Israël. Quasiment une cigarette à la main sur chaque plan, Hélène Mirren, grimée en Golda, se bat contre un terrible lymphome, un cancer du système immunitaire.
Une Golda toujours suivie de près et épaulée par sa plus fidèle lieutenante et confidente, Lou Kadar, interprétée par l'actrice française Camille Cotin. Alors, ce combat que Golda Meir mène en coulisses, il en dit finalement très long sur le caractère affirmé d'une femme qui ne lâchera rien face aux offensives égyptiennes et syriennes. Caractère bien souvent accordé avec les mots qu'elle choisit dans les médias, à l'image de cette phrase qui avait marqué les esprits plus tôt en 1957. « Nous pouvons pardonner aux Arabes de tuer nos enfants, mais nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer leurs enfants. » 50 ans après la guerre du Kippour, Golda Meir reste un nom et un visage historique pour Israël. Ses paroles résonnent dans la tête des dirigeants actuels. Dans son discours en réaction aux attaques du Hamas la semaine dernière, le président américain Joe Biden lui rendait justement hommage. Il se rappelait, jeune sénateur, il avait rencontré la Dame de Fer. En voyant l'inquiétude sur son visage, elle lui dit à l'époque « Ne vous en faites pas, nous avons une arme secrète, pas d'autre endroit où aller. » Et pour revenir au film de Guy Native, on s'étonne qu'il ne soit pas sorti en salle en France. Et oui, Cyrielle, pourtant tout semblait parti pour. En février, Golda était présentée à la 73e édition du Festival de Berlin. Le film faisait même l'ouverture du 40e Festival de Jérusalem en juillet. Cette nouvelle œuvre du réalisateur Guy Native était bien sûr attendue de pied ferme, lui qui avait remporté un Oscar pour son dernier film Skin en 2019. Pourtant, pas de sortie au cinéma, du moins pour la France. On l'a retrouvé un peu plus tôt en salle aux États-Unis le 6 octobre, en Israël bien sûr, et en Angleterre. Mais chez les Britanniques, c'est plutôt par des appels au boycott que le film s'est fait remarquer. La peur d'un même retour par le public français ? Rien n'est moins sûr. On parle plutôt de distributeurs qui n'accrochaient pas avec le côté un peu trop théâtral du film, disent-ils notamment. Le distributeur de Golda, lui, Sébastien Hochet, opte finalement pour une chaîne de télévision et diffuse le film sur Canal+, en France, accessible en replay, depuis le 11 octobre. Et oui, on peut le retrouver depuis le 11 octobre. Merci beaucoup, Corentin Le Guinadjar. Merci à vous, Cyrielle. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et forcément, cela nous donne envie d'écouter La Tikva encore un petit peu dans un instant. On revient également avec une page musicale avec la chronique de David Schweger, un coup de cœur en direct. La chanteuse israélienne Léa Berneron sera avec nous en studio. Et puis, il a envie de vous faire découvrir un titre en direct d'Israël du groupe One Nation qui a écrit une chanson spéciale pour le peuple d'Israël. Une chanson pour nous tous. Dans un instant, la pause et le journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etani. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les alertes à la roquette retentissent à nouveau à la frontière nord d'Israël, mais également à Beersheva et dans le Negev. Le porte-parole de l'armée a déclaré dans un communiqué que les forces de Tsahal attaquaient désormais les sources de tir à la frontière libanaise suite au premier signalement d'alerte en Galilée. Le porte-parole a également déclaré que 6 lancements de roquettes ont été identifiés depuis le territoire libanais vers le territoire israélien. 5 d'entre eux sont tombés dans des zones ouvertes. L'un d'eux a été intercepté avec succès par la défense israélienne. Selon l'armée, donc, aucun blessé n'est à déplorer. Plus de 1400 personnes sont mortes en Israël depuis le début de la guerre, dont 28 Français. Le dernier bilan du ministère de la Santé israélien fait lui état de 4629 blessés.
Les visites de solidarité avec Israël se poursuivent avec l'arrivée du Premier ministre britannique ce matin à Tel Aviv. Il a rencontré son homologue israélien Binyamin Netanyahou il y a un peu plus de 2 heures. Rishi Sunak a qualifié l'attaque lancée par le Hamas le 7 octobre d'acte de terrorisme innommable. On écoute Binyamin Netanyahou et Rishi Sunak. J'apprécie le fait que vous ayez également envoyé des forces militaires dans la région. Nous avons parlé de coopération pratique sur plusieurs fronts et j'apprécie beaucoup cela. Il y a 80 ans, Monsieur le Premier ministre, la Seconde Guerre mondiale s'est tenue contre vous dans vos heures les plus sombres. Ce sont nos pires heures, ce sont les heures les plus sombres du monde. Nous soutenons totalement le droit d'Israël à se défendre en conformité avec le droit international pour se débarrasser du Hamas, pour récupérer ses otages et pour renforcer votre sécurité sur le long terme. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, en sortie de conférence de presse avec son homologue Binyamin Netanyahou il y a un peu plus de 2 heures. Le ministre des Affaires étrangères allemand est également arrivé en Israël il y a une petite heure maintenant. Objectif, réaffirmer le soutien de l'Allemagne à l'État hébreu alors que les manifestations pro-palestiniennes se multiplient dans le pays. Après plusieurs ministres du gouvernement et le responsable du Shin Bet, Yoav Gallant assume à son tour les responsabilités de la guerre en cours en Israël. On écoute donc le ministre. Je suis responsable du système de sécurité. J'en ai été responsable au cours des 2 dernières semaines, même dans les moments les plus difficiles, et je me dois d'apporter une victoire dans la bataille. Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien, il y a quelques minutes en déplacement sur le front sud, près de ses soldats. En France, une nouvelle manifestation pro-palestinienne aura lieu ce soir, place de la République à Paris. Une manifestation pourtant interdite par la préfecture de Paris. Une nouvelle qui intervient alors que le Conseil d'État a rejeté hier l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes. L'institution a rappelé hier qu'il revenait au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de trouble à l'ordre public justifiait une interdiction de ces manifestations. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti menace les auteurs de fausses alertes à la bombe. Le ministre de la Justice a averti que les petits guignols auteurs de fausses alertes à la bombe seraient retrouvés et punis. Cela pourrait aller jusqu'à des amendes pour les parents s'ils sont mineurs. Les aéroports de Bordeaux, Nantes, Montpellier et Lille ont été évacués ce matin après de nouveaux signalements. En parallèle, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé de rehausser le niveau de sécurisation dans les fan zones et aux abords du Stade de France qui doivent encore accueillir les spectateurs jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de rugby. Un événement qui doit donc s'achever dans une dizaine de jours. Enfin, près d'1 mois après son décès, un hommage sera rendu à Samy Gozlan, président fondateur du BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Il est décédé dans la nuit du 11 au 12 septembre à l'âge de 81 ans. Il était une figure reconnue de la lutte contre l'antisémitisme en France. En 2002, il avait créé aux côtés de notre journaliste Michel Zerbib une association dont la mission principale visait à faire le lien entre la police française et la communauté juive pour lutter contre l'antisémitisme. Le BNVCA, donc, il avait également une chronique sur Judaïque FM et était très proche de Radio J. Un hommage lui sera donc rendu à la Grande Synagogue de la Victoire dans le 9e arrondissement de Paris. Ce sera ce soir à 19h précise. Merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et on revient avec notre émission spéciale Israël sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre numéro exceptionnel, Israël, la guerre maintenant. Comment Israël prépare sa riposte au Hamas. Le rôle des États-Unis, la menace d'un embrasement avec l'Iran en arrière-scène. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative.
Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J pour cette page musicale. Merci beaucoup d'être avec nous. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Tout de suite, on va découvrir une chronique spéciale aujourd'hui musicale avec vous, David Schweger. Oui, bonjour Cyrielle. Alors, sortant du fait des événements de ma qualité de chroniqueur théâtral, je me fais aujourd'hui chroniqueur musical en venant vous parler d'une chanson qui m'est venue à l'esprit le jour même du 7 octobre, au moment où nous parvenait le défilé des nouvelles terribles et tragiques que nous savons. Cette chanson que vous commencez à entendre en fond sonore est issue du répertoire dit klezmer, cette musique instrumentale de fête qui était autrefois pratiquée dans les communautés juives d'Europe de l'Est lors de l'accompagnement des mariages ou des festivités religieuses joyeuses telles la fête carnavalesque de Purim, la célébration de la Torah, Simchat Torah, ou encore l'inauguration d'une nouvelle synagogue. Comme la plupart des traditions musicales juives, le klezmer est une musique de l'exil, fortement marquée par son environnement géographique et culturel, dont l'étymologie prend racine dans le judaïsme du temple, puisque le klezmer dérive de l'hébreu klizemer, qui signifie instrument du chant dans le temple. La chanson qui résonna dans ma tête en ce sinistre 7 octobre s'intitule Mir Leben ewig. Nous vivons pour toujours et a été composée entre 41 et 42 dans le ghetto de Vilnius par le poète, chansonnier et auteur Leib Rosenthal. Elle a, je crois, quelque chose un petit peu de paradoxal, David Schweger. Absolument, Cyrielle, car cette chanson qui parle de la vie éternelle de l'âme juive, de sa joie et de sa résistance face aux épreuves, cette chanson joyeuse, comme vous êtes en train de l'entendre, a été composée au cours de la Seconde Guerre mondiale dans le ghetto de Vilnius, dont je vais vous conter un peu l'histoire parce qu'il n'est pas sûr que tous nos auditeurs en soient familiers. Vilnius, dans l'actuelle Lituanie, est à l'époque des faits une ville appartenant à la Deuxième République de Pologne. Ses habitants sont en majorité polonais et juifs et on y parle autant le polonais que le yiddish. La ville est envahie en 1941 par les troupes nazies qui massacrent immédiatement 21 000 juifs avant, dans des circonstances mensongères et troubles, d'y créer un ghetto séparé en deux parties dans lequel seront parqués et exploités dans des conditions terribles les quelques 40 000 juifs peuplant la ville. Le paradoxe de la chanson, comme celui du ghetto de Vilnius, c'est que très rapidement, ce dernier a été surnommé la Jérusalem des ghettos. Au lieu de céder au désespoir et à la sidération, la population de ces ghettos va y produire une incroyable floraison de théâtre, de poésie, de chansons autour d'une gigantesque maison de la culture où s'agitent artistes et chercheurs, profitant d'une bibliothèque aux 45 000 volumes. Et c'est là, dans ce ghetto, que le poète et chansonnier Leib Rosenthal, issu d'une vieille famille de Vilnius déportée dans le ghetto, a composé la fameuse chanson Wir leben ewig pour sa sœur Shayala, actrice et chanteuse, qui, elle, survivra à la Shoah et fera connaître le répertoire de son frère. Lui finira assassiné par les nazis en 1944. À l'âge de 28 ans. Alors forcément, on entend cette chanson, David, peut-être que nos auditeurs ne sont pas familiers au yiddish et on a très envie de savoir ce qu'elle veut dire. Vous faites bien de poser la question, Cyrielle, car ces paroles composées sur la joyeuse musique klezmer sont pourtant d'une incroyable gravité et profondeur et je m'en vais vous les traduire. Wir leben ewig, es brennt eine Welt. Nous vivons pour toujours. Un monde brûle. Wir leben ewig ohne ein Groschen Geld. Nous vivons pour toujours sans un sou. Malgré tous les ennemis qui nous persécutent, wir leben ewig, wir sind da. Nous vivons pour toujours, nous sommes là. Wir leben ewig in jeder Stunde. Nous vivons pour toujours durant chacune des heures. Wir wollen leben und erleben. Nous voulons vivre et endurer. Und in schlechte Zeiten überleben et survivre à des temps mauvais. Wir leben ewig, wir sind da. Nous vivons pour toujours. Nous sommes là. Un mot de conclusion, David.
Juste un mot, oui, pour vous présenter la version que je suis en train de vous faire écouter et qui est interprétée par les Mark Sisters, que vraiment je vous recommande. Les Mark Sisters, c'est un groupe français de musique juive ashkénaze venant du Yiddishland d'Europe centrale, mais interprète également des répertoires des chansons de comédie musicale de compositeurs juifs des États-Unis. Le groupe a été fondé par Mano Siri en 2012. Il perpétue le répertoire yiddish et klezmer dans ce qu'il a de festif et d'universel. Les Mark Sisters ont à leur actif un album intitulé Auf der Zunge, dont la pochette est illustrée par Johann Sfar, et un second Rum dem Fire, donc autour du feu. Et je ne peux, en ces temps troublés, que vous recommander de les écouter pour aller puiser au creuset de la musique klezmer quelque chose de la joyeuse certitude de l'âme juive qu'elle survivra à toutes les épreuves. Merci beaucoup pour cette très belle chronique, David Schweger. On retrouve cette musique sur notre antenne. On va l'écouter encore un petit peu et tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Bonjour Léa Berneron. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, accompagnée de Kevin Lelouch à la guitare. Avec vous aujourd'hui. Bonjour, vous êtes une chanteuse israélienne de 25 ans, on peut même dire franco-israélienne, puisque vous êtes née à Paris, je crois, ou en tout cas en France. Votre famille a fait l'Aliyah lorsque vous aviez seulement 5 ans. Vous avez décidé, vous, de revenir en France il y a 4 ans, mais votre famille est restée là-bas. Je crois que vous vouliez d'abord nous dire quelques mots pour raconter leur témoignage. Alors, moi, on a un peu de chance dans la famille parce que personne n'a été rappelé à l'armée. Donc, tout le monde est en sécurité en ce moment, mais c'est vrai que dans des moments comme ça, c'est terrible de ne pas être proche d'eux et de ne jamais savoir s'il peut se passer quelque chose. Ils sont où exactement ? Alors, j'ai de la famille qui est à Jérusalem, donc il y a eu pas mal de missiles qui sont tombés à côté, à Rishon LeZion, etc. Donc c'est toujours une grande peur. Mon frère, le groupe de la famille, c'est plus un groupe de famille, c'est un groupe d'alerte de missiles et de je suis en sécurité, je suis dans un bunker. Il s'est passé quelque chose, il s'est pas passé quelque chose, des enterrements, donc c'est pas très joyeux en ce moment. Donc j'ai de la famille à Jérusalem et j'ai de la famille à Hadera, donc ça c'est un peu plus sécurisant parce qu'il y a pas grand chose qui se passe là-bas. Et donc voilà, tous mes amis ont été rappelés à l'armée, tous quasiment, combattants, pas combattants, ils sont tous partis protéger leur pays. Et donc je suis de très proche les infos toute la journée, toute la nuit, parce que j'ai l'impression que c'est que par les réseaux sociaux et sur les infos qu'on peut voir vraiment s'il se passe quelque chose. Enfin, en tout cas, les personnes disparues et kidnappées, ils ont découvert ça sur les réseaux. Donc, je suis un peu toujours sur les infos pour voir ce qui se passe. J'imagine que vous pouvez quand même garder le contact avec ceux qui sont partis à l'armée, ou c'est compliqué ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, il y en a qui sont pas du tout sur leur téléphone. Je regarde tout le temps sur Instagram s'ils mettent quelque chose. Je leur ai envoyé des messages personnels, bien évidemment. Mais la plupart de mes amis sont des combattants. Donc, c'est délicat. Bon, on les soutient, en tout cas, vous leur direz de la part de toute la rédaction, évidemment. Votre famille, je crois savoir qu'elle accueille des personnes dans le besoin, ou en tout cas qu'elle est très investie. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur réalité encore là-bas ? Oui, alors on a une grande maison à Hadera, dans un endroit qui est assez silencieux pour l'instant. Donc moi je savais pas au début qu'il y avait plein de villages qui ont été les gens devaient partir dans leur maison, etc. Donc quand j'ai vu ça, j'ai envoyé plein de messages sur le groupe de la famille pour savoir si mon père pourrait accueillir des couples, des petites familles qui ont eu besoin d'avoir un endroit où aller, des gens qui ont perdu leur maison ou qui sont juste pas en sécurité pour l'instant dans les Sderot ou à Ashkelon, etc. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas accueilli des gens parce que grâce à Dieu, il y a beaucoup de personnes qui... Il y a un grand élan de solidarité en Israël. Ouais. Vraiment, si on doit penser à quelque chose de positif, même si c'est impossible, c'est que vraiment, je crois que le peuple juif n'a jamais été aussi soudé
Je me permets quand même de rebondir sur ce que vous dites. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent des familles, même si c'est peut-être pas forcément le cas, mais qui auraient vraiment besoin d'être relogées. Est-ce que potentiellement ce serait possible ? Bien sûr, bien évidemment. Donc on donne votre Instagram, Léa Berneron, pour dire qu'on peut vous contacter au cas où il y a des familles qui n'ont pas encore trouvé logement. Léa Berneron, vous avez grandi dans la musique israélienne évidemment. Vous avez décidé de nous interpréter une chanson de Sarit Hadad. Laquelle ? Kshalev Boché. Donc Shema Israël. Vous êtes accompagné par Kevin Lelouch à la guitare. Pourquoi vous avez choisi cette chanson aujourd'hui ? Alors la raison, elle est un peu triste, mais vu qu'aucun de mes frères et sœurs a été rappelé à l'armée, ils se sont sentis un peu désespérés, impuissants pour aider le peuple d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a énormément de soldats qui ont dû être enterrés sans famille. Notamment des Chayalim Bodedim, dont des soldats qui ont fait l'armée en Israël et que leurs familles sont en France. Et il y a eu beaucoup... donc mes frères et sœurs ont décidé d'aller aux enterrements et d'être là pour les gens qui n'ont pas pu être là pour ces Chayalim. Et ce qu'on a remarqué, c'est que cette chanson revenait tout le temps dans ces enterrements. C'est une chanson... quand on se sent seul et qu'on a l'impression qu'il y a que Dieu qui peut nous sauver. Et c'est un cri à l'aide, une chanson très très populaire, très connue, pas pour rien parce qu'elle est juste magnifique. Donc je me suis dit que ce serait la chanson parfaite pour. Et une chanson tout à fait d'actualité parce que justement Sarit Hadad était hier au chevet de victimes dans les hôpitaux et elle a commencé avec cette chanson, avec la première phrase que vous avez donnée tout à l'heure, Kshalev Boché, qui veut dire lorsque le cœur pleure, seul Dieu écoute. Et on a très envie de vous écouter. Alors je vais laisser Kevin Lelouch prendre le relais avec les notes à la guitare. Merci beaucoup. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. הדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחן. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אלא לא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחן. הכאב גדול ואין לאן לברוח.
שיגמר, כי לא נותר בי כוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Merveilleuse Léa Berneron sur l'antenne de Radio J en direct. Vraiment bravo, je vois votre émotion avec les larmes et vous nous avez mis les poils comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait 2 ans seulement que vous chantez. Vous êtes tombé par hasard dans le métier. J'essaye de vous enlever l'émotion en vous faisant parler d'autre chose. Comment la musique est arrivée dans votre vie ? Alors c'est le monsieur d'à côté de moi, Kevin Lelouch du coup, qui m'a trouvé sur Instagram. Je mettais des petites vidéos par-ci par-là. J'étais très silencieuse sur les réseaux. Enfin vraiment c'était un peu ma manière de m'exprimer, mais je n'avais aucune confiance en moi quand ça venait au chant. Je fais du théâtre aussi, donc le chant c'était vraiment la chose que j'étais incapable de faire encore. Et il m'a contacté pour faire les premières parties de la Barba Negra, donc un endroit où beaucoup de feuges viennent pour écouter de la musique et chanter. Et donc j'ai commencé par ça et puis je ne connaissais aucune chanson française. Moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi sur la musique israélienne, un peu de Céline Dion, un peu de Jean-Jacques Goldman, mais pas au-delà. J'ai dû apprendre toutes les chansons françaises, du Johnny Hallyday, du Dalida, que je connaissais pas du tout. Je prenais des notes. N'en parlons même pas que j'avais un accent israélien et que je parlais pas très bien français. Et puis de bouche à oreille, les gens m'ont contacté et maintenant j'arrive à chanter un peu partout dans des événements parisiens. Kevin Lelouch, je vous ai en face de moi. Je peux pas ne pas vous demander de réagir, déjà parce que vous avez une entreprise et vous qui s'appelle Mojo et forcément vous donnez pas mal d'événements. Vous êtes souvent le guitariste qu'on voit dans les stories un peu partout dans Paris. J'ai envie de vous demander justement, est-ce que la musique vous apporte ce chaud au cœur pour éviter de trop penser, et qu'est-ce que les gens vous disent ces derniers jours depuis approximativement 2 semaines? Alors moi, pour être très honnête, depuis un peu plus d'une semaine, c'est vrai que c'est un petit peu confus dans nos têtes parce que c'est inexplicable ce qui s'est passé le 7 octobre et en fait on sait pas trop comment réagir nous ici en France, donc voilà, on essaie de trouver du soutien partout où on peut. Et c'est vrai que plus on voit les informations, plus on est triste. Voilà, nous on est dans l'événementiel, donc on est aussi avec beaucoup de musulmans et qui voilà, il faut le dire, il faut absolument qu'on reste soudés et tout en dénonçant ce qui s'est passé le 7 octobre. Et voilà, la musique heureusement nous permet d'oublier un peu tout ce qui se passe, même si on peut pas vraiment. Et voilà, avoir la possibilité de chanter avec Léa et d'autres artistes, ça nous fait toujours énormément de bien et on peut plus ou moins, entre guillemets, passer à autre chose, même si on sait que ça passera jamais, quoi. Mais continuer quand même à célébrer dans la joie. C'est important de dire qu'il faut rester dans l'action, continuer à sourire, même si cette information est quand même compliquée. Il faut pas s'oublier parce qu'en s'oubliant, c'est encore pire et ça n'aide pas. En Israël, justement, les gens en Israël me disent, m'envoient des messages en me disant on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez dans l'action et solide pour continuer à nous aider. Donc il faut garder la tête haute aussi. Léa Berneron, vous n'écrivez pas encore, il n'y a pas encore d'EP, je le sais, ni d'album, mais la main est tendue, vous revenez quand vous voulez. Je souhaite que ça se passe pour vous et on peut même vous aider, on en parlera après. En attendant, on vous retrouve aux côtés de Kevin Lelouch et j'imagine au Chouchou Hotel et ailleurs dans Paris. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Merci encore. Merci beaucoup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et puis je voulais forcément finir cette émission avec une jolie note encore musicale d'un coup de cœur du groupe One Nation, un groupe israélien en Israël, donc qui a sorti une chanson qui démarre par ces mots: cher peuple, ceci est une chanson pour nous tous. Lorsque nous nous sommes assis ensemble pour écrire la chanson, nous étions sans voix. Sur quoi pouvions-nous bien pouvoir écrire à propos des horreurs que nous avons vécues? Tous les mondes sait que nous avons vécu et combien d'âmes pures
Nous avons perdu. Nous croyons de tout notre cœur que notre force réside dans le peuple d'Israël. La chanson est destinée à redonner cet espoir dont je vous parlais et à nous rappeler que personne ne peut nous vaincre lorsque nous sommes ensemble. Nous allons nous en sortir et gagner ensemble. Cette chanson est écrite par One Nation et elle a été traduite par Sarah Shemla Aziza du groupe Épée de Lumière sur Instagram que je vous recommande chaudement, très actif en Israël. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'être venus, de nous avoir suivi. Merci beaucoup David Schweger, merci à Léa Berneron et Kevin Lelouch d'avoir été avec moi. Merci à Corentin Le Guy-Nadjar pour une très bonne chronique sur Golda aujourd'hui à retrouver sur radioj.fr et sur nos réseaux. Merci à Benjamin Arnaud à la réalisation de cette émission. Retrouvez cette émission en podcast sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toute la semaine en édition spéciale sur cette antenne. La semaine prochaine sera également la même et je tiens quand même à vous dire que la culture va rester au centre de cette émission parce qu'elle doit se maintenir. Vous pouvez plus que jamais, et je vous recommande d'aller au théâtre, de ne pas déserter les salles de cinéma, les théâtres, les concerts. Les artistes ont besoin de nous. Ce sont des passeurs d'âme. Je ne cesse de l'expliquer dans cette émission. On en a besoin et je vibre en vous disant ces mots sur cette antenne. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis, toujours encore plus nombreux. Écrivez-moi avec plaisir, le micro est tendu, lundi dès 15h sur Radio J.